Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour cette première édition de la semaine. En ce lundi 11 novembre, nous débuterons ce journal avec les commémorations de l'armistice de 1918. Plusieurs cérémonies ont eu lieu en principauté pour honorer la mémoire des soldats tombés au combat. Nous serons en duplex avec Danielle Merlino, présidente de l'association des anciens élèves du lycée Albert Ier, qui perpétue ce devoir de mémoire. Elle serait la génération la plus avide de voyage. Comment attirer la génération Z en principauté ? C'est la question qui a été posée aujourd'hui lors d'une conférence organisée par la direction du tourisme et des congrès. Nous développerons ce sujet dans ce journal. Un mois pour sensibiliser à la santé masculine. Chaque année, le mois de novembre est une occasion de se mobiliser pour prévenir et lutter contre les cancers masculins. Nous l'évoquerons avec le docteur Hervé Quintence, chef du service urologie du centre hospitalier Princesse Grace. La jeune chambre économique de Monaco donne les outils aux primo-entrepreneurs pour réussir à se développer. Se constituer un réseau fait partie des éléments déterminants pour promouvoir ses intérêts. Comment ? Vous le découvrirez dans ce journal. Et à la fin de ce JT, nous vous ferons découvrir cette activité qui vous plonge dans un monde magique et vous apprend à nager comme une sirène, l'Aqua-Mermaid. Le 11 novembre 1918 marquait la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale, un conflit déclenché en 1914 qui a causé près de 10 millions de morts parmi les combattants. Cette journée du 11 novembre leur est depuis dédiée pour les honorer comme un puissant symbole de devoir de mémoire. Alors que son Altesse Sérénissime le Prince Albert II était à Compiègne aujourd'hui pour assister à la cérémonie organisée à la clairière de l'Armistice, plusieurs hommages ont eu lieu en principauté pour honorer la mémoire de ces soldats tombés au combat. Une cérémonie du souvenir a eu lieu au cimetière de Monaco, devant le monument aux morts, en présence de plusieurs personnalités de la principauté, dont le ministre d'État Didier Guillaume. Des personnalités que nous avons retrouvées ensuite à la Maison de France pour un nouvel hommage aux combattants qui ont perdu la vie pendant la Grande Guerre. Hommage également sur le Rocher, au lycée Albert Ier, où nous retrouvons Danielle Merlino, présidente de l'association des anciens élèves de l'établissement. Bonsoir Danielle Merlino. Bonsoir madame. Ce 11 novembre est une date symbolique, synonyme de victoire et de paix. C'est aussi une journée hommage pour avoir une pensée pour les soldats tombés au combat et notamment les anciens du lycée Albert Ier morts au champ d'honneur. Tout à fait. Le jour de l'armistice de 1918 est l'occasion pour les anciens élèves du lycée Albert Ier, l'association, de rendre hommage aux anciens élèves tombés au champ d'honneur, mais dans sa forme élargie, c'est-à-dire tout aussi bien dans les clairières lorsqu'ils ont été fusillés ou bien en déportation. Et qui étaient ces anciens du lycée Albert Ier morts au champ d'honneur ? Eh bien, la plupart étaient évidemment des anciens élèves du lycée Albert Ier, ainsi qu'un intendant, et puis également, et je pense à René Borghini, qui était secrétaire général du Conseil national. L'actualité rappelle la fragilité de la paix dans le monde. Il est primordial de perpétuer chaque année ce devoir de mémoire, Danielle Merlino. Oui, et ce soir, c'est une soirée particulière, puisque c'est la 100e fois que l'association assume cette commémoration. Cet hommage, c'est aussi l'occasion de mettre un coup de projecteur justement sur votre association que vous présidez, l'association des anciens élèves du lycée Albert Ier, association, vous venez de le dire, qui fête son centenaire cette année. Quelle est son histoire et ses missions ? Alors ces missions, je dirais, elles sont triples. Bien sûr, rendre hommage à nos morts, qui ont laissé leur vie, qui ont donné leur vie pour que nous soyons libres. La deuxième mission, évidemment, c'est de pouvoir transmettre aux nouvelles générations cet hommage, de manière à ce qu'ils ne répètent pas les erreurs du passé. Et puis nous essayons, autant faire se peut, de nous retrouver de manière à ce que, justement, il y ait un renouvellement dans notre association. Quand on vous écoute, on a l'impression que c'est le souvenir qui anime cette association, le devoir de mémoire, et d'entretenir également la mémoire de tous ces élèves passés par le lycée Albert Ier. Oui, le devoir de mémoire est primordial. Donc c'est évidemment notre mission essentielle, et c'est ce soir où, à la cérémonie, nous appuyons cette première mission. Et j'imagine que c'est un moment très émouvant également. C'est excessivement émouvant. Et nous essayons justement de faire passer ce message d'hommage, de respect
à nos morts. Bien, merci beaucoup Danielle Mernino d'avoir été notre invité ce soir. Je vous en prie, merci à vous. Dans un tout autre domaine, comment la destination Monaco peut-elle attirer la génération Z? C'est la question qui était posée lors d'une conférence organisée par la Direction du tourisme et des congrès ce matin au musée océanographique. Elle regroupait les professionnels du tourisme curieux de savoir comment attirer ces jeunes âgés entre 12 et 28 ans. Le reportage de Sarah Inkari et Alexandra Marangoni. Ils sont les petits frères et sœurs de la génération Y et les enfants de la génération X. La génération Z, ou plutôt la Gen Z de son surnom, est bien différente des autres. Elle est à la fois impatiente et exigeante, et lorsqu'elle voyage, elle recherche plusieurs critères. En général, c'est l'immersion dans la culture locale. Pour cette génération, habite dans un monde très globalisé, donc les connexions locales sont très importantes. Aussi l'engagement avec la durabilité environnementale et aussi sociale. Et aussi se soigner mieux, de manger mieux et aussi de se soigner quant à la santé mentale et physique. Les établissements hôteliers et restaurants de la Principauté ont en effet déjà pour beaucoup développé des menus végétariens, véganes ou encore sans gluten, mais certains a priori collent encore à la peau de Monaco. C'est une destination qui est célèbre pour son Grand Prix et son yacht show, donc pas forcément un lien très fort avec l'éco-responsabilité. Mais cependant, vivant à Monaco, portant le message, on connaît l'engagement du souverain, on sait ce qui est fait à Monaco. Et donc nous avons là un point fort d'accroche pour aller expliquer à cette génération ce qui est fait. Il s'agit donc maintenant d'adapter les codes et les messages pour toucher cette tranche de la population. Comme l'a rappelé le ministre des Finances et de l'Économie Pierre-André Chiappori en ouverture, le tourisme à Monaco se porte bien et même mieux d'année en année. Le secteur pèse plus de 10% du PIB et représente 20% de l'emploi total. Le pays doit donc continuer à comprendre les clientèles de demain s'il souhaite conserver ses bons chiffres. Et cette conférence marquait le début de la réunion annuelle des 7 bureaux de promotion de la Direction du tourisme et des congrès répartis dans le monde. Ils vont se réunir toute la semaine en principauté pour travailler ensemble sur le message que Monaco doit porter à l'étranger. Un mois pour sensibiliser à la santé masculine. Chaque année, le mois de novembre est une occasion de se mobiliser pour prévenir et lutter contre les cancers masculins. Cette campagne de sensibilisation, souvent appelée Novembre bleu ou Movember, vise à informer et à engager les hommes autour de la santé masculine. Pour en parler ce soir, le docteur Hervé Quintance, chef du service urologie du centre hospitalier Princesse Grace, est notre invité. Il est interrogé par Patricia Navarro. Bonsoir, docteur Quintance. Bonsoir, madame. Quels sont les principaux problèmes de santé masculine auxquels Movember cherche à sensibiliser? Le problème de santé principal, le plus important en volume, c'est le problème de la prostate et du cancer de la prostate, parce que c'est une maladie extrêmement fréquente. Et quels sont les signes précoces du cancer de la prostate que les hommes doivent surveiller? Alors c'est un petit peu le problème de cette pathologie. En fait, c'est une pathologie complexe parce qu'il y a plusieurs cancers de la prostate, mais dans tous les cas, c'est une maladie qui est complètement muette. Il n'y a aucun symptôme. Et si on attend les symptômes pour en faire le diagnostic, c'est beaucoup trop tard. Donc c'est le principe d'aller dépister, d'aller au-devant de cette maladie-là, sans attendre que cette maladie fournisse le moindre symptôme. Et y a-t-il des populations ou des tranches d'âge plus à risque de développer un cancer de la prostate? On pense notamment à un âge un peu plus certain. Alors effectivement, plus on avance en âge, plus le risque de cancer de la prostate augmente, en sachant que l'âge le plus jeune pour commencer raisonnablement un dépistage est considéré actuellement autour de 50 ans. Et après, au-delà, plus on vieillit, bien sûr, plus on risque de développer un cancer, mais quelque part, plus on est vraiment âgé et moins ce cancer a de risques de devenir agressif. Docteur Quintance, Movember sensibilise également au cancer des testicules. Et quels sont les symptômes que les hommes, là aussi, doivent connaître? Alors, le cancer des testicules, c'est une maladie de patients beaucoup plus jeunes, en général, entre 20 et 30 ans, la plupart du temps.
Et par contre, là, il y a des symptômes, en particulier lorsque les patients, lorsqu'ils font leur toilette ou la palpation des testicules, ils sentent une anomalie au niveau des bourses. C'est extrêmement intéressant d'aller rapidement consulter leur médecin traitant, qui va très rapidement pouvoir se rendre compte si cette tumeur est à l'intérieur du testicule, auquel cas c'est vraiment une tumeur suspecte, ou à l'extérieur du testicule, où il peut y avoir des kystes, de l'épididyme, des kystes du cordon spermatique, et qui sont toujours bénins dans ces cas-là. Si cet examen n'est pas suffisant, on peut compléter par une échographie qui sera extrêmement performante pour différencier la lésion intratesticulaire de extratesticulaire. Quels sont les récents progrès dans le traitement du cancer, que ce soit de la prostate ou des testicules ? Alors, concernant le cancer de testicules, il y a différents cancers, bien évidemment, mais la chimiothérapie a complètement révolutionné ce type de cancer. Donc, localement, il faut enlever le testicule, mais ensuite, selon l'extension à distance et l'existence éventuellement de métastases, cette maladie qui était extrêmement grave il y a encore quelques dizaines d'années, aujourd'hui, on guérit pratiquement tous les cancers grâce à une chimiothérapie qui est extrêmement efficace. Et pour la prostate, bien évidemment, toute la difficulté et l'intérêt du traitement du cancer de la prostate, c'est de trouver un cancer le plus adapté à chaque patient, de façon à vraiment que le traitement colle le mieux possible à chaque patient et à chaque type de cancer et à chaque différenciation du cancer. Et est-ce qu'il y a des conseils pour la prévention de ces types de cancers ou des examens réguliers que vous recommandez ? En termes de prévention, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut recommander aux hommes d'être en meilleure santé possible, en particulier d'avoir une activité physique, de ne pas avoir d'obésité et d'être plutôt en forme. Mais il n'y a pas de recommandations alimentaires, par exemple, significatives qui permettent d'éviter le cancer de la prostate. Donc c'est une maladie qu'il faut vraiment aller dépister. Et on a un marqueur qu'on peut doser dans le sang qui s'appelle le PSA, prostatique spécifique antigène. Au cours d'une simple prise de sang banale, on arrive à mesurer ce marqueur. Et le taux du marqueur par rapport au taux qu'on peut attendre compte tenu du volume de la prostate est un élément très pertinent pour savoir si d'un côté ce patient peut être tout à fait rassuré ou au contraire s'il justifie d'autres explorations de façon à vérifier qu'il n'y a pas de cancer de la prostate et si c'est le cas de pouvoir le traiter le plus précocement possible. Alors, je rappelle que vous êtes urologue au départ, bien évidemment, mais la campagne Movember, elle porte aussi sur la santé mentale. Est-ce que les hommes ont peut-être un peu plus de mal à demander de l'aide en la matière pour des problèmes de santé mentale ? Alors, c'est pas tout à fait mon domaine, mais je pense de sensibiliser globalement les hommes sur leur santé, c'est quelque chose qui est tout à fait utile. Et à mon sens, et dans mon expérience, on s'aperçoit que cette démarche de bonne santé, de prévention, de vérification de son état de santé, c'est quelque chose qui n'est pas très masculin finalement. Et les hommes, tant que ça fonctionne, et ils n'ont pas cette démarche de gérer l'avenir comme peut l'avoir leurs épouses en particulier. Oui, mais c'est vrai que le maître mot, c'est la sensibilisation. On l'a vu avec le cancer du sein, également le cancer colorectal. Movember est là pour le rappeler. Merci Hervé Quintence d'avoir été notre invité pour évoquer cette campagne contre les cancers masculins. Merci à vous. En basket, l'AS Monaco recevait Dijon hier à la salle Gaston Médecin pour le compte de la 8e journée de Betclic Elite. Les Monégasques, en quête d'une 6e victoire cette saison en championnat, ont su se défaire du piège dijonnais au terme d'un match éprouvant pour les deux équipes. Une victoire 76-74, marquée aussi par le retour sur les parquets de Peter Corneli, un mois après son dernier match avec l'Euroca Team. Réaction au micro de Gaëtan Lebrun et Lionel Bernardi. So this is the most important we want. Now everything will be going, behind us, like not to analyze too much, like here, because we have a double week in EuroLeague, and it was important to win, to keep, good mood. But of course, like there were up and downs, like in our game, not easy game or on the road with FS, but we have to deal with this, like with our three players. Who will change our game also. Les matchs de championnat de France sont jamais faciles, malheureusement j'ai envie de dire, mais bon ça montre aussi que le championnat est quand même relevé.
Après, pour nous, c'est sûr que c'est pas facile de passer, je pense, de l'Euroleague au championnat, et puis à nouveau à l'Euroleague, etc. Surtout, forcément, quand on met des joueurs en repos, etc., la physionomie de l'équipe change quand même pas mal. Donc voilà, après, le plus important, comme toujours, c'est de récupérer la victoire. Et puis voilà, c'est ce qu'on a fait, c'est bien. Maintenant, on joue déjà après-demain, donc ça enchaîne très très vite. En effet, les rencontres s'enchaînent très vite pour la Roca Team avec une folle semaine qui l'attend et 3 matchs au programme. Premier rendez-vous ce mardi à 19h avec la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade en Euroleague. Les entrepreneurs le savent, développer son réseau est primordial, mais l'exercice n'est pas toujours simple, surtout lorsque l'on débute. Alors pour conseiller les acteurs de la place monégasque, la jeune chambre économique de Monaco a convié dernièrement le coach en leadership, Luca Signoriti. Pour plus de détails, voyez ce reportage de Sarah Inkari et Olivier Bonello. Luca Signoriti a 1 heure pour donner à ce public éclectique les clés du networking. Derrière ce terme se cache en français l'action de réseauter, une démarche indispensable lorsque l'on souhaite être un bon leader. Du réseau nous arrive énormément de choses positives. Pas seulement les contacts, c'est évident, mais aussi les informations, les supports, les opportunités de travail, de business. Et donc, on voit, il y a des recherches sur ça très très solides qui nous disent qu'il y a une augmentation de capacité évidente et claire. Cette conférence s'inscrit dans un cycle plus global de rendez-vous organisés par la Jeune Chambre économique pour soutenir les entrepreneurs et futurs entrepreneurs de la Principauté. Cette thématique justement touche beaucoup de professionnels sur le secteur et entre dans la continuité du cycle que nous avons déjà depuis le début, c'est-à-dire création d'entreprise avec toutes les premières étapes qui concernent le côté administratif et dans un deuxième temps le développement personnel. On a abordé le thème du branding le mois dernier et là on finit par le networking qui est un sujet très intéressant et qui est surtout la clé de voûte de ce cycle. Et le secret dans le networking réside dans la relation tissée avec l'autre et dans la compréhension de ses besoins. Plutôt qu'être intéressé à obtenir quelque chose de l'autre, c'est concentrer sur comment je peux donner de la valeur à l'autre personne, avant même de demander n'importe quoi. Un autre conseil peut-être ? Il faut être très très ciblé. Imaginez ce qu'on veut au niveau du profil des personnes que vous voudrez bien rencontrer et essayer d'être là où sont les personnes que vous voulez rencontrer. Ce n'est pas de hasard, c'est plutôt quelque chose qui est intentionnel. Une petite photo pour immortaliser les précieuses techniques. Il ne reste plus qu'à les mettre en œuvre pour faire ainsi la connaissance de potentiels clients ou de collaborateurs. Le reportage qui va suivre va vous plonger dans un monde magique qui peut être accessible. Vous connaissez la brasse, le crawl ou encore la nage papillon. Mais avez-vous déjà entendu parler de l'Aqua-Mermaid ? Il s'agit d'un cours de natation où les enfants apprennent à nager comme des sirènes, une activité proposée à la piscine Saint-Charles tous les mercredis, aperçue dans ce reportage d'Alban Gingembre et Hugo Comaza. Une queue de poisson pour se métamorphoser en sirène, sous l'eau des obstacles pour plonger dans un univers imaginaire, et c'est parti pour 45 minutes de nage féerique. Regardez-moi sous l'eau, je vous montre et vous faites la même chose, d'accord ? Aquamermaid, c'est le nom de cette nouvelle pratique tendance. C'est très bizarre de nager dans une queue de sirène. On a l'habitude de nager avec les 2 pieds et les faire... les bouger, mais là comme tu peux pas les bouger, c'est un peu plus difficile. Parfois on doit sauter dans des cercles, moi c'est mon truc préféré. Une nage qui permet aux enfants de pratiquer la natation de façon ludique. C'est ludique, c'est rigolo, mais c'est vrai qu'à la fin des 45 minutes, ils sont quand même fatigués. Parce qu'aussi on nage sous l'eau, on travaille beaucoup l'apnée. Ça fait aussi travailler l'ondulation, donc les 2 jambes en même temps, ce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler dans une nage codifiée. Et puis je les fais passer dans des cerceaux, dans des bulles, dans tout ça. Donc c'est vrai qu'à la fin, ils sont quand même un petit peu fatigués. L'Aqua-Mermaid, c'est aussi une approche artistique de la natation. À la fin de séance, j'aime bien leur mettre un peu de musique sous l'eau et même en extérieur pour montrer un peu ce côté artistique. Donc je pense que c'est un bon savoir aussi derrière si elles ont envie de se diriger plus vers une activité de natation synchronisée. C'est un premier pas, je pense, sur de l'artistique. C'est dans ce bassin que l'expression « nager comme un poisson dans l'eau » prend tout son sens.
En effet, des enfants très à l'aise dans les bassins. C'est un rendez-vous désormais ancré sur notre antenne régulièrement. Chrisinda Petit-Homel met en valeur les artisans, les commerçants ou les restaurateurs dans sa chronique Ceux qui font Monaco. Bonsoir Chrisinda. Ce soir, vous nous emmenez à la découverte de petits bijoux monégasques. Oui, et ce n'est pas de joaillerie que je vais vous parler, mais de véritables bijoux de nos fonds marins. Alors devinez où je vous emmène aujourd'hui. Je vous emmène bien sûr aux perles de Monte-Carlo. Les perles de Monte-Carlo, c'est né en 2011. On avait un site sur lequel on faisait de la biologie marine. On faisait essentiellement de la reproduction de poissons marins. Ça, c'était entre 1994 et 2011. Et en 2011, on a décidé de tout changer. On a changé tout le concept. On s'est mis à faire des petites huîtres. Parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait des petites huîtres qui poussaient dans les canalisations et dans nos bassins, des petites huîtres naturelles. Et on s'est dit, tiens, c'est super parce que vraiment, quand il y a des petites huîtres qui poussent, d'abord, le milieu est très bien équilibré. Et en plus, ça veut dire qu'il y avait une belle diversification de l'écosystème externe. Donc on s'est dit, on va faire des huîtres, on va tenter de faire pour la première fois du naissin. On a travaillé ça pendant 2 ans, jusqu'en 2011, on a eu à peu près 1 an de travaux. Ensuite, en 2014, on a décidé de commencer les premiers affinages et on a commencé à faire goûter un peu les produits qu'on affinait à nos clients, à certains chefs qui étaient intéressés par notre histoire. Et c'est parti comme ça. Et puis alors aujourd'hui, les perles de Monte-Carlo, on peut les retrouver un petit peu dans toutes les assiettes en principauté et notamment des grands restaurants également. Alors oui, on les trouve ici, mais on les trouve également toute la SBM, on prend, le Quai des Artistes, la Michimay, pas mal de restaurants sur Fontvieille, beaucoup sur notre port, sur le port Hercule. Et on est très, très contents que ça marche comme ça, elles ont une très bonne réputation. On arrive à les équilibrer parfaitement bien parce qu'on a un système, on a des process d'élevage qui sont parfaitement bien rodés. On les maintient à température assez basse. On les alimente en eau de mer qui leur donnent justement, qui font l'apport de plancton et qui permettent justement de faire une huître super bien équilibrée, assez iodée et en même temps avec un bon goût de noisette. Voilà, et c'est un peu notre succès. En plus des huîtres, on a commencé à faire un petit peu de homard. Donc on avait des viviers, pareil, on arrive à les tenir, on arrive même à les nourrir un petit peu. On a fait un petit peu de langoustine, on a fait de la langouste. Maintenant on propose du loup bien sûr, des filets de loup et des pavés de saumon. On a trouvé un fournisseur en noix de Saint-Jacques extraordinaire, en noix de Saint-Jacques fraîche. Donc, ensuite on a bien sûr des gambas, des grosses camarones. Voilà, c'est l'ensemble de nos cartes. On a à peu près... on n'a pas beaucoup de produits, on a une dizaine de produits, mais par contre on maîtrise. On n'a pas voulu donner quelque chose, on a fait cet endroit comme nous on est. C'est-à-dire que les gens sont très à l'aise, c'est un peu comme à la maison. C'est très à la bonne franquette. Et en même temps c'est bon et les produits sont super dans une ambiance qui est complètement décontractée. Et ça les gens ils adorent. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, les perles de Monte-Carlo continuent de séduire tous les amoureux des produits frais et des produits de la mer. Alors vous pouvez bien sûr venir déjeuner ici sur le port de Fontvieille sur place ou dîner tout simplement. Mais vous pouvez également commander vos plateaux de fruits de mer. Et puis si par malheur vous avez du mal à stationner, vous inquiétez pas, Monsieur Omar viendra vous ouvrir la barrière à l'entrée du quai. Très pratique. Merci Chrisinda. Un coup d'œil désormais sur vos prévisions météo avec vous, Sarah Inkari. Bonsoir Sarah. Le ciel sera-t-il toujours aussi bleu demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Malheureusement non, c'est un changement radical qui nous attend ce mardi. D'épais nuages viendront noircir le ciel et le risque de précipitation n'est pas à épargner, notamment dans la matinée. Les températures, elles se rafraîchiront nettement l'après-midi avec 14 degrés contre 18 à l'ombre aujourd'hui. Le matin, comptez une dizaine de degrés. Enfin, la fête du jour sera consacrée aux Christians. On les embrasse.
Oui, nous aurons également une pensée à toutes les personnes nées un 12 novembre. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali et les commémorations de l'armistice du 11 novembre en Principauté. Ne manquez pas dans quelques instants les experts foot présentés par Christophe Paco et Laurent Banide. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info.